Bienvenue à Repères parentaux, votre rendez-vous pour mieux comprendre, apprendre et grandir avec votre enfant. Je suis Régine Legault-Bouchard et je vous invite à vous joindre à moi dans ce nouvel épisode. C'est parti! Alors aujourd'hui, on aborde un sujet quand même assez important, la gestion de crise de manière calme et efficace. Ouf! Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Véronique Cloutier, qui est travailleuse sociale au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, ainsi que de Mélissa Anne Leduc, qui est également travailleuse sociale au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous recevoir. C'est On est vraiment enchantés d'être ici. Oui, ben nous aussi, puis c'est un sujet incroyablement important. Je pense que ça va probablement parler à pas mal de parents qui nous écoutent. Pourquoi est-ce que ce sujet-là est important? C'est important parce que ça fait partie un petit peu du développement de l'enfant. Hein? Les crises, c'est quelque chose qui est tout à fait normal chez un enfant. Puis pour le parent, de voir son enfant dans cet état émotionnel-là, c'est très déstabilisant. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur de parents. Oui. Donc, d'avoir des outils, d'avoir des techniques, ça peut aider les enfants et les parents, oui. effectivement, pour surmonter les crises. Wow! Pour pouvoir commencer, je pense que c'est important de bien définir c'est quoi une crise. Effectivement. Donc, une crise, c'est une période de déséquilibre, tout simplement. C'est un moment où la personne, là, je vais dire le mot personne souvent, je veux dire par là adolescent, enfant. Donc, c'est un moment où la personne va faire face à un obstacle. Et cet obstacle-là, pour la personne qui le vit, doit être vu, perçu comme quelque chose de menaçant ou d'important. Donc, le sens qu'il va donner à ce qui se passe au stresseur, ça prend beaucoup d'importance. Parce qu'évidemment, si c'est pas important pour lui, ce qui se passe, le stress, bon, les chances qu'il y ait une crise sont assez faibles. Mais si c'est vu comme menaçant, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça peut faire augmenter la tension et dégénérer vers une crise. Autre chose qui est vraiment important pour définir une crise, c'est que la personne qui va vivre cet état-là va soit ne pas avoir utilisé de stratégie d'adaptation, de résolution de problèmes, ou bien celle qu'elle a utilisée, celles qu'elle utilise d'habitude là, pour gérer le stress de la vie, vont s'être avérées inefficaces. Ça va pas avoir l'effet escompté, puis la tension va rester et va augmenter de fil en aiguille. Oui, puis je pense que c'est important de comprendre que le développement des stratégies d'adaptation, c'est pas quelque chose qui est inné aussi, hein. Donc c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Puis des fois les enfants ils vont développer avec les expériences certaines choses, mais c'est là l'importance aussi de l'accompagnement des parents pour pouvoir les aider à figurer c'est quoi ces stratégies-là pour pas que l'enfant se sente seul dans la crise. Effectivement, qu'il puisse se sentir accompagné. Et puis aussi, je veux normaliser le fait que pour un enfant, les crises, il va en avoir. C'est tout à fait normal de faire des crises pour un enfant parce que ils sont justement, comme tu l'as dit, Mélissa, en apprentissage. Donc, ils savent pas tout encore. Ils savent pas encore comment gérer leurs émotions. Ça déborde. Ça déborde ici, puis leur réservoir à émotions, ben rapidement, est plein. Et il y a certains enfants aussi qui ont un plus petit réservoir, donc ils vont peut-être être plus impulsifs, ils vont réagir activement aux stresseurs aussi. Donc, on peut même dire que c'est essentiel au niveau du développement de la personne, hein? Ben, je dirais que c'est tout à fait normal, puis il faut pas s'en inquiéter, même si notre enfant en fait plusieurs dans une même journée. Donc, il apprend de ça. Oui. Tu sais, parce que nous, avec nos retours qu'on va faire, puis l'apprentissage qu'on va lui montrer, il va apprendre et il va avoir un espèce de changement, une transition au fil du temps. Puis je voudrais aussi juste ajouter que au niveau des causes, on pourrait me demander aussi, ben, quelles sont les causes des crises? Mais ce serait un petit peu trop long parce que c'est tellement varié comme facteur, peut avoir différents facteurs. Donc, si c'est vu comme étant important, ça, c'est une cause. Donc, par exemple,
un enfant à qui on confisquerait un jouet, pour lui, c'est important. Il se sent menacé. Il pourra peut-être plus jamais l'avoir, ce jouet-là. Là, en plus, il essaie de flatter son chien. Il se sent pas plus calme. Donc là, c'est là que ça peut engendrer une crise. Donc, ça peut aller de n'importe quoi, en fait. D'une surcharge sensorielle, trop de bruit dans l'environnement, à de l'anxiété face à l'inconnu. Voilà. Oui, c'est super important ce que tu dis parce que souvent aussi, comme parents, on ne comprend pas nécessairement peut-être pourquoi que certaines causes vont créer une réaction si grande. Parce que pour nous autres, on n'aurait pas une réaction comme ça. On est des adultes aussi. Mais même entre enfants, ça dépend du tempérament de l'enfant, des expériences, de ses capacités d'adaptation, comme tu disais tantôt. Et le sens qu'il donne aussi. Et le sens qu'il donne à ce qui se passe, exactement. Mais c'est vrai, par contre, que plus l'enfant grandit, je présume, plus il s'autorégule, plus moins de crises il peut avoir, ou j'imagine que c'est différents types de crises qu'il peut avoir. Oui, ça peut être différents types de crises. Effectivement, une crise d'un enfant de 2 ans, parce que on lui a refusé un popsicle à l'épicerie, va être différente d'une crise suicidaire là, chez un enfant plus vieux. Oui, puis ça dépend aussi des stratégies d'autorégulation que l'enfant a développées. Même à l'adolescence, on n'a pas développé ces stratégies d'autorégulation. Les crises peuvent quand même encore être très grandes. Puis plus qu'on en connaît, plus que ça prévient la crise. Exactement, oui. Donc là, on parle de crise, puis souvent, on va entendre des parents dire il est allé de 0 à 10, juste comme ça, là, juste rapidement. Mais ce que les recherches démontrent, c'est que ça se fonctionne pas exactement comme ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les phases d'une crise? Oui, donc il y a quelques phases dans la crise. Dépendamment, ça peut être très rapide d'aller d'une phase à l'autre, comme ça peut être vraiment long, s'écouler sur plus qu'une journée, là. Donc, le premier état, c'est l'état d'équilibre. Donc, ça, l'état d'équilibre, c'est, par exemple, il y a un stresseur qui arrive, un obstacle. Puis là, la personne va le gérer avec ses stratégies habituelles. Et là, ça fonctionne. Donc, disons, le jouet qui se fait confisquer, mon chien vient vers moi, je le flatte, ça fonctionne. Donc, on est en état d'équilibre. Donc, l'état d'équilibre, c'est pas qu'il s'est rien passé. C'est qu'il s'est passé quelque chose, puis on a géré la situation. Ensuite vient l'état de vulnérabilité, le mot le dit, là, c'est là où la tension a continué de faire son petit chemin et on devient un peu plus vulnérable à cette tension-là. Donc, on va commencer à voir chez l'enfant, chez l'adolescent, des signes un peu plus évidents là, qu'il n'y a pas eu de résilience avant. Donc, il est en train de patauger pour gérer l'événement. Et c'est difficile parce que les stratégies d'adaptation fonctionnent plus ou moins. Donc là, c'est là qu'on pourrait commencer à le voir là, au niveau de son non-verbal, de ce qu'il dit, que là, ça devient un peu plus tendu. Et finalement, l'état de crise, où là, on va voir la désorganisation, la confusion, les paroles, les cris, les larmes. Puis, quand on est en phase aiguë dans la crise, c'est là où il va y avoir des comportements. Ces comportements servent à faire évacuer la tension. Parce que là, tout ce qu'on a essayé avant, là, flatter le chien, aller dans le coin calme, prendre la marche, ça n'a pas fonctionné. Donc, tout ce qui nous reste, qu'on est capable de faire, c'est évacuer la tension avec un comportement. Donc, ça peut être un comportement, mais ça, c'est quand on est en phase aiguë. On n'est pas obligé d'aller en phase aiguë pour faire une crise. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais donc là, il pourrait avoir une agression physique, il pourrait avoir un claquage de porte, partir de la maison sans dire où on va. Donc ça, c'est un comportement. Et ensuite, il pourrait avoir la récupération. Donc là, on peut pas rester en état de crise éternellement, là. Non, c'est le système va pas l'accepter. On va finir par avoir une régulation, récupérer. Puis là, l'enfant va peut-être nous dire qu'il veut aller se coucher. Il est complètement épuisé, vidé. Puis, dépendamment de l'enfant, ça peut être un bon moment aussi pour juste faire un retour. On peut attendre aussi, là. Tu sais, c'est pas mal ça, là, la courbature de la crise. Donc,
si un parent est capable d'identifier, dans le fond, les signes à l'étape ou à la phase de vulnérabilité et être capable d'intervenir quand on voit que, OK, l'enfant semble un peu plus vulnérable, ça pourrait prévenir plusieurs crises, j'imagine. Effectivement, c'est les meilleurs moments pour répondre ou pour aider, appuyer. S'il est dans une phase aiguë, oh là là, non, ça fonctionnera pas parce que c'est probablement impossible même pour lui d'avoir cette conversation-là parce qu'il est pas dans un état rationnel. Il est en survie, hein. C'est ses instincts de survie qui vont ressortir et ses compétences plus rationnelles sont un petit peu moins disponibles à ce moment-là. Là. Exactement. Donc, s'il est en état d'équilibre ou en état de vulnérabilité, on peut aller le voir, on peut lui demander qu'est-ce qu'il a besoin au lieu d'ignorer. Hein, on peut aller... c'est plus efficace à ce moment-là. Fait qu'on désamorce un peu à ce moment-là, j'imagine. OK, super. Une autre question ou des commentaires qu'on entend souvent, c'est est-ce que, comme on en fait une crise, est-ce que c'est mieux de l'ignorer ou de lui donner de l'attention? Ça, c'est une excellente question. J'ai hâte. On en entend parler vraiment souvent de cette question-là parce que je pense qu'on dirait qu'il y a comme deux façons de voir les choses, hein, au niveau de cette perspective-là. Oui, comme parents, on a une petite gêne en public quand notre enfant fait une crise. Surtout quand c'est en public. On sent qu'on est jugé. Tu sais que c'est nous qui est jugé. Donc là, on se dit est-ce que je l'ignore puis ça va passer, ou bien si je donne trop d'attention, est-ce qu'il va vouloir répéter ça? On se met beaucoup de stress avec ça, mais je vais tenter de pas vous décevoir avec ma réponse, mais je vais devoir vous donner une réponse quand même nuancée parce que il y a pas de formule magique qui fonctionne pour tous les parents, pour tous les enfants. Ça serait trop beau pour être vrai. Donc, je vous dirais vraiment d'aller avec votre jugement, votre intuition aussi. Donc, premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est observer vos enfants. Qu'est-ce qui fonctionne pour eux? Est-ce que si vous leur laissez un petit peu de temps pour s'autoréguler eux-mêmes, est-ce qu'ils aiment ça? Ou est-ce qu'ils veulent que vous soyez à côté d'eux, respirer à côté d'eux? Qu'est-ce qu'ils aiment vraiment? Puis, quand vous allez remarquer ça, faites-le. Parce que c'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il veut. Donc, c'est votre intuition qui va vous avoir guidé vers ça. C'est votre jugement qui va vous avoir guidé vers ça. Puis aussi, de l'autre côté, des fois, on fait des actions comme parents qu'on pense qu'on va bien faire, mais en le faisant, pouf, on contribue, on enflamme encore plus la crise. Donc, par exemple, si on dit, ben regarde ton frère là, tu sais comme à lui aussi j'ai dit non. Puis là, on pense qu'on va l'aider à avoir la bonne pensée de c'est vrai, donc je devrais faire autrement. Non. Ça peut faire un effet contraire. Donc, remarquez ça aussi, puis essayez d'éviter aussi ça. Donc, il y a tellement de facteurs aussi là, qui vont vous aider à prendre votre décision sur comment vous allez intervenir. Je vais pas intervenir de la même façon, comme je disais tantôt, avec un enfant de 2 ans, avec un adolescent en pleine crise existentielle. Ou même une personne plus âgée sur le bord de la retraite. Là, tu sais, comme ça, si j'aurais pas le même comportement, hein, la même intervention, la même approche. Puis... c'est un exemple qu'on m'avait déjà donné que je trouve intéressant aussi au niveau de contextualiser le tout. Utilisons notre logique aussi. Tu sais, si je suis en conflit avec mon ado de 14 ans qui m'a dit des paroles complètement insultantes, blessantes, parce qu'il est fâché contre moi, puis que là, je lui dis, ben viens ici, je vais te donner un câlin, tu sais. Je trouvais cet exemple-là vraiment pertinent. C'est pas logique. Donc, on va aussi aller utiliser notre jugement à ce moment-là. Donc, peut-être se faire un petit, pour les élèves plus jeunes, se faire un petit code, un petit plan d'action en amont aussi, avant la crise, c'est pour prévenir tout ça. Donc, on peut penser à faire un thermomètre d'émotion, par exemple, avec l'enfant, tu sais, comme donc. Tu sais, je voulez-vous que je l'explique ou c'est... Ben oui, mais je pense que c'est très important parce que ça, c'est un outil qui peut aider à prévenir la crise, dans le fond. On a des enfants qui ont tendance à
faire des crises, des fois même en public, ou tu sais, à l'épicerie, faire la crise de bacon, puis là, tu t'es rendu que toi, en tant que parent, t'es rendu en dessus d'aller à l'épicerie avec ton enfant. Oui, mais t'as pas le choix. Ben là, peut-être que le thermomètre, avant, oui. là, on a besoin de l'avoir parce que on a besoin de jauger où est-ce qu'il est, notre enfant, pour éviter justement la crise de bacon à l'épicerie, là. Oui, tout à fait. Donc, vous connaissez un peu le concept d'un thermomètre. Ça prend la température, ça permet de mesurer. Donc là, ce qu'on veut mesurer, là, c'est l'émotion. Donc, on peut dessiner, aller chercher une image d'un thermomètre, puis d'expliquer, OK, ben quand ta température est froide, ça veut dire que tu es calme. Donc là, c'est la phase d'équilibre. OK? Donc, dans t'es en phase d'équilibre, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce qui fonctionne bien avec toi? Et là, on monte dans l'autre section du thermomètre. Quand la chaleur commence à monter, la tension qui commence à monter, on devient un peu plus dans la zone de vulnérabilité à ce moment-là. Et qu'est-ce que je devrais éviter? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qui t'aide bien? Et finalement, ben, dans la période rouge, là, quand la chaleur est très intense, ben, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc, c'est comme un petit plan qu'on peut faire avec l'enfant d'avance. Si vous aimez moins cette image, si un parent aimait moins cette image-là, il pourrait aussi aller tout simplement avec un code de couleur. Donc, le vert, le jaune, le rouge, qui est utilisé beaucoup à l'école aussi. Et on peut faire aussi de l'écoute empathique avec nos enfants. Bon, quand il est dans le rouge, là, peut-être qu'à ce moment-là, on peut juste être présent. Mais l'écoute empathique, on peut la faire dans les premières quand la tension commence à monter. Donc, par exemple, je voudrais pas que le parent pense que je suis en train de dire on valide tout. On est très empathique avec notre enfant, on accepte tout, c'est pas ça du tout. L'écoute empathique, c'est plus de valider l'émotion. Mais pas donner d'attention au comportement, pas valider le comportement. Okay. C'est ça que je veux dire. Donc, désolée, non, vas-y. Non, ben c'est parce que je trouve ça super important, tu sais, au niveau du développement de l'intelligence émotionnelle. Et oui. Parce que aussi quand on vit une crise, on vit des grosses émotions. Puis dans ces interventions-là, c'est très important de reconnaître que c'est correct de vivre les émotions. Oui. Puis de les revivre et de fermer la boucle au niveau de l'émotion. Parce qu'on veut pas aussi que l'enfant ait l'impression qu'il a pas le droit d'être en colère ou qu'il a pas le droit d'être frustré. Il a le droit. Il a le droit. Puis là, c'est là que nous autres, on les accompagne pour pouvoir vivre cette émotion-là et fermer la boucle d'une façon qui est un peu plus appropriée. Puis qui est peut-être moins violente ou donc ça c'est super important. Oui, ça pourrait être quelque chose comme j'ai remarqué que t'es fâché. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est ça? Est-ce que il y a d'autres choses? Puis là, t'as envie de pleurer en ce moment. Donc, c'est ça un peu l'écoute empathique. Empathique, c'est ça. Puis t'as le droit d'être fâché. Oui, tout à fait. Parce que la situation est fâchante. Oui. Puis est-ce qu'une façon dans le fond, tu valides les émotions de l'enfant. Puis est-ce que tu dis en tant que parent, ben, je vais te laisser vivre tes émotions? Par exemple, seul ou dans ton coin ou peu importe, moi je me retire parce que je sais pas, est-ce qu'on explique un peu le plan de match pour éviter que ça augmente? Parce que j'ai l'impression de ce que je semble comprendre, c'est que la gestion de crise, on est vraiment plus dans l'évitement que ça vienne au 3e degré, là. Ben en fait, ça va dépendre un petit peu de notre enfant. Puis comme je vous disais tout à l'heure, de bien l'observer, ça va vous donner des réponses à cette question-là. Oui. Puis si vous comme parent, vous êtes plus à l'aise de dire d'avance qu'est-ce que vous allez faire, allez-y comme ça aussi. Et si jamais la décision, parce que vous savez que votre enfant a besoin d'un peu d'espace, ce serait probablement important aussi de faire un retour après. C'est pour pas qu'il se sente aussi abandonné là-dedans. Donc c'est important, comme tu disais aussi, de faire ces plans-là, de communiquer, de connaître notre enfant et leurs besoins. Oui. Puis à la phase de récupération, on peut faire le retour effectivement. Donc là, une autre question, puis je me rappelle, je l'ai souvent entendu comme dans mes écoles, au niveau de ma carrière, puis tout ça, c'est qu'est-ce que je fais si mon enfant, lors de la crise, dit qu'il veut mourir? Oui.
Donc, dans mon expérience, c'est pas validé là, par des études scientifiques ce que je veux dire, mais c'est plus l'expérience que j'ai en parlant aux parents qui ont eu à entendre ces mots-là de la part de leur enfant. Et on dirait qu'il y a deux réactions. Il y a la réaction du parent qui va dire, ben, tu sais quoi, je sais que mon enfant fera jamais ça. Il veut de l'attention. C'est des paroles en l'air. Il dit ça parce qu'il est frustré. Ou l'autre parent qui va avoir une réaction de panique devant ces mots-là, qui va avoir une réaction émotive très grande aussi devant cette situation-là. Puis moi, ce que je me dis, ou ce que je veux dire aux parents, c'est en fait, ce que l'enfant a besoin, c'est d'une connexion. Il a besoin, quand il dit ça, là, il a besoin de se sentir connecté à vous. Il a besoin de savoir que vous l'entendez, que vous le comprenez, puis que c'est pris au sérieux. Alors, parce qu'on veut lui donner aussi une expérience positive de, OK, il a dit ça, là. Il a dit quelque chose de très intense qui nomme un désespoir très fort. Il n'y a rien d'autre qui peut vous dire de plus fort que ça. En fait, pour nommer sa détresse. Ouais. Absolument. Donc, si ça c'est pas écouté, qu'est-ce qui nous reste après? Donc, c'est pour ça que je vous dis à vous, puis j'encourage les parents à vraiment faire preuve d'écoute, puis se dire, prendre un moment, là, vous dire, OK, il a dit ça, maintenant quoi? Donc, on lui donne une expérience où il va avoir été entendu. Puis, si vous n'êtes pas à l'aise de poser la question du suicide, comme parent, parce que ça vous touche trop émotivement, trouvez une autre personne qui va être à l'aise de le faire. OK, donc quand on pose la question du suicide, on va y aller de façon la plus claire et précise possible. Est-ce que tu penses au suicide? Et comme je vous dis, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, aucun problème. Mais de l'aide professionnelle est nécessaire. Quelqu'un d'autre qui va pouvoir poser cette question-là aussi. Puis même si vous êtes en mesure de poser la question, aussi il faut aller chercher de l'aide professionnelle. Les parents savent pas toujours où se tourner, veulent pas nécessairement aller à l'urgence trop rapidement, puis de se dire est-ce que c'est un bon choix. Il y a d'autres options, dépendamment de la situation. Évidemment, si l'enfant s'est blessé, puis c'est très urgent, aller à l'urgence, bien sûr, mais dans d'autres circonstances, la travailleuse sociale de l'école pourrait être une bonne première ligne aussi. Elle va pouvoir donner des références, lignes de crise. C'est bon aussi de connaître les lignes de crise. Donc ça, c'est un premier. Une recherche rapide sur Internet, j'imagine. Oui, il y en a. Toutes sortes de ressources. Des bons. À Ottawa, on a Bureau des services à la jeunesse qui ont une équipe mobile. Il y a des ressources comme ça. La travailleuse sociale va pouvoir garder un œil aussi sur l'enfant, faire des check-in avec l'enfant, s'assurer que l'enfant a un filet de sécurité. Un professionnel aussi peut faire ça. Donc, quand je parle d'un filet de sécurité, ce que je veux dire par là, c'est que l'enfant connaisse vers qui peut se tourner. C'est qui ses adultes de confiance, qui connaissent des lignes d'aide aussi, puis qui connaissent des stratégies d'auto-soin et d'autorégulation et d'adaptation et tout ça, qui vous pouvez utiliser aussi là pour soulager sa peine là, quand il y en a. Donc, ouais. Il y a un point aussi important quand on parle de suicide, parce que c'est un sujet qui est quand même aussi, mais qui est sensible dans le fond, hein. Puis souvent, ça a déjà arrivé que certains parents avaient peur de poser la question parce qu'ils avaient peur qu'en posant la question, que ça allait donner des idées à son enfant. Puis, je pense que c'est important qu'on clarifie que au niveau des recherches, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais. Puis que ça peut prévenir plusieurs choses de poser la question. Donc, de ne pas avoir peur de la poser. Puis, comme tu disais tantôt, c'est que si jamais c'est trop émotivement, d'aller chercher les ressources qui vont pouvoir les accompagner là-dedans. Effectivement. Donc, l'enfant va voir, OK, mais mon parent, je peux parler de ça avec mon parent. Il va me répondre, il va, tu sais. Puis il entend, ou bien il a entendu ça, puis il m'a trouvé de l'aide. Donc, ouais. Donc, oui. Toutes les recherches montrent qu'on peut poser la question sans crainte. Oui, Sans absolument. crainte. Pour conclure, notre dernière question, puis je pense que c'est beaucoup ce que les parents recherchent aussi, là. Est-ce que tu pourrais nous partager une couple de stratégies d'autorégulation qu'on pourrait faire à la maison avec notre enfant?
Tout à fait. Donc, premièrement, je pense qu'il est important aussi de dire que le sommeil, parler du sommeil, donc il y a un effet entre le sommeil et la gestion des émotions. Plusieurs personnes vont nous dire, désolé, aujourd'hui, je suis trop fatiguée, c'est pour ça que je suis plus émotive. Donc, on aide notre enfant en faisant une bonne routine avec de la bonne hygiène de vie, bref. Donc, ça, c'est la première chose. Modeler nos émotions aussi. Donc, quand on a un comportement, une approche à la maison ou quand on vit quelque chose, on le dit, hey, je me sens comme ci, je me sens comme ça, comme parent. Ça permet à l'enfant de savoir, oh, OK, je peux parler librement de ça. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire avant la crise, évidemment. J'aime bien aussi dire, on essaie d'éviter le ton directif. On a tendance des fois à dire calme-toi à quelqu'un qui est en crise. Je pose la question. Toutes les fois, on vous a dit de vous calmer. Calme-toi. Est-ce que vous êtes calmé? Non. Ça met de l'huile sur le feu, je pense. Ah oui, ça fait l'effet contraire. Ça ne fonctionne pas. C'est parce que nous-mêmes, on veut se calmer. On n'est pas régulé nous-mêmes. On n'est pas prêt nécessairement à gérer, à appuyer à ce moment-là. Donc, c'est comme si on dit ça à nous-mêmes. Mais à l'autre, ça fait un effet contributif à la crise. Donc, on va essayer d'éviter le fameux calme-toi. Je vous dirais aussi de modeler le calme aussi. Donc, dans votre approche, quand vous allez vers votre enfant, essayez de décontracter vos muscles faciaux, d'étendre vos épaules aussi, donc de vous positionner dans un état de calme vous-même, pour faire un peu l'effet miroir sur votre enfant. Comme ça, il va pouvoir refléter le calme en vous regardant. Et puis, à ce moment-là, son système nerveux va être plus régulé. Et c'est à ce moment-là que ça va être plus facile de parler avec l'enfant si son système est régulé. Si son système nerveux est régulé. S'il l'est pas, ça va être très difficile. Donc, vraiment, prenez des respirations, arrivez devant votre enfant, prenez des respirations devant lui. À un moment donné, lui aussi va se mettre à respirer aussi, de la même façon, même rythme que vous. C'est de la co-régulation, ça. Parce que ça pourrait être tellement facile d'être intense, un peu en tant que parent, tu sais, de mimiquer un peu la crise, puis d'être un peu confrontatif. C'est ça, exactement. Là, c'est pas très propice à... Nos systèmes nerveux se parlent. C'est ça. C'est vraiment la contagion. Puis, oui, exactement. Puis c'est ça qui arrive, c'est que nous autres, on reçoit cette information-là, mais nous autres, comme adultes, on doit être les personnes qui connaît mieux puis qui doit envoyer un différent message. Mais il faut toujours se rappeler aussi qu'on n'est pas parfait, puis ça sera pas toujours comme ça, puis on doit le reconnaître, puis de pas être trop difficile sur nous autres mêmes aussi si une fois on n'a pas été capable de demeurer calme. Parce que je pense aussi que tu sais, c'est pas toujours le cas pour tout le monde parce qu'il y a des parents qui sont monoparentales, par exemple. Mais si jamais on a un autre adulte qui peut nous accompagner dans le processus, puis que si jamais on est dépassé par la situation de demander à l'autre adulte de prendre le dessus, ça pourrait peut-être aider aussi. Puis pour les parents monoparentales, voir est-ce qu'il y a des ressources aussi à l'extérieur qui peuvent nous aider dans ce processus-là, parce que c'est très, très, très exigeant sur nous autres mêmes aussi comme parents d'avoir ce rôle-là qui modélise le calme et la connexion, et après de prendre des stratégies d'auto-soin pour nous autres mêmes aussi, pour pouvoir réguler notre propre système nerveux, là. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, on va chercher nos ressources à nous aussi. Puis j'aimerais peut-être juste ajouter aussi, là, pour des techniques d'autorégulation aussi, on pourrait fabriquer avec l'enfant une petite boîte à outils. Okay. Donc, dans la boîte, nommez-la comme vous voulez, mais j'appellerais ça la boîte à outils. Donc, où on mettrait plein de références à des stratégies d'autorégulation. Donc, par exemple, il pourrait avoir une image, un endroit spécial pour l'enfant. Donc, lui, ça le calme de penser à son dernier voyage dans son pays d'origine, par exemple, ou la mer, ou je sais pas quoi. Donc, on met cette image-là. Comme ça, il peut se rappeler
un moment où il s'est bien senti. On pourrait mettre des objets sensoriels dedans. On peut mettre crayon, papier pour un enfant qui aime dessiner, qui veut exprimer ses émotions de cette façon-là. On pourrait avoir, je sais pas moi, des photos d'une position de yoga qui est agréable pour l'enfant. Des rappels de ces stratégies, des choses qui fonctionnent. On les met dans la boîte. Comme ça, quand il est dans en état d'équilibre ou en état de vulnérabilité, il pourrait aller regarder dans sa boîte. Ah, je vais essayer de faire ça. Je vais aller prendre une marche avec mon frère. On va voir si ça m'aide. Si ça fonctionne pas, je retourne dans ma boîte, une autre chose. Donc ça serait des idées. Et je reviens aussi avec un code de couleur, un plan, comme je disais tout à l'heure. Puis ça serait un peu le rôle du parent d'encourager de faire un rappel à l'enfant. Ah, est-ce que ça serait le temps d'aller dans ta boîte à outils, puis essayer de trouver, je vois que tu commences à t'emporter, etc. Je présume qu'on peut les encourager, ces enfants-là. Ouais. On peut aussi nommer les signes corporels qu'on peut voir. Donc, tu sais, Chloé, quand tes yeux sont comme ça, je pense que c'est parce que tu te sens peut-être un peu mal, t'aimes pas ce qui se passe. C'est ce qu'on va voir dans ta boîte ensemble. Oui. Tu sais, donc on peut passer par ce qu'on voit dans le non-verbal, parce que l'enfant ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe. Puis c'est une des premières techniques de gestion de colère aussi, c'est de reconnaître les signes corporels. Oui. Donc, on aide notre enfant en même temps à reconnaître ses propres signes. Puis c'est moins menaçant aussi de le voir comme, OK, ton corps semble avoir beaucoup d'énergie dans ton corps en ce moment. On dirait que tu as besoin de le sortir, mais l'enfant va peut-être le prendre moins personnel, moins comme un attaque. Donc, il va peut-être pouvoir vous dire, OK, j'ai besoin de calmer mon corps en ce moment. Parce que c'est une réaction très physiologique, les crises, là. Donc, ça peut être une approche qui pourrait être peut-être mieux accueillie chez l'enfant aussi. Effectivement. Super. Ben, merci, mesdames. Un épisode très, très riche en exemples, en petits trucs. On met le doigt sur les étapes. Puis, en tout cas, en tant que parent, moi, de mon côté, je peux vraiment voir là, les trois phases, on les a vécues. Je pense que nos auditeurs vont les avoir vécues, vont se reconnaître dans tout ça. Je pense que la clé aussi de ce que j'ai compris, c'est la prévention, savoir reconnaître les signes, et puis mettre en place là, les stratégies que tu nous as partagées. Merci beaucoup, Véronique. Ça fait plaisir. Ça a été super utile. Merci à toi, Mélissa. Merci. Toujours un plaisir. Et c'est ce qui met fin à notre épisode aujourd'hui du balado Repères parentaux. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis merci encore, mesdames. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut.